En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que je voyais pas le temps passer, tu vois. Je m'y mettais après l'école. Je commençais à résoudre des exos et vite fait, je passais 2-3 heures avec les exos dans ma tête, toute seule. Peut-être c'était une espèce de méditation, je sais pas quoi. Et j'étais chaque fois hyper excitée quand j'arrive à la fin d'un exo. Et après, j'aille à la fin de livre pour voir est-ce que c'était bien ou pas. Et souvent, il y avait pas toutes les solutions. Donc parfois il fallait attendre lundi ou je sais pas quoi pour aller voir ma prof et lui dire ils ont pas la solution de cet exo, est-ce que c'est juste ce que j'ai fait, tu vois. Donc l'excitation de savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Et je pense que je l'ai aussi aujourd'hui quand j'écris les papiers ou quand je fais des choses, j'ai toujours un peu une inquiétude, un peu une excitation. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver après cette petite interruption du podcast due à un début d'année très chargé. Je suis ravie de poursuivre ce voyage dans le merveilleux monde des probabilités et statistiques à vos côtés. Et nous serons en bonne compagnie avec notre passionnante guide du jour. En effet, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Milica Tomasevich, chargée de recherche CNRS à l'école polytechnique au Centre de mathématiques appliquées. Son domaine de recherche est celui des probabilités appliquées à la biologie. Plus précisément, avec des outils probabilistes, elle s'intéresse à la chimiotaxie, un phénomène par lequel des bactéries vont se diriger en fonction de certains signaux chimiques dans l'environnement. Par exemple, la présence de sucre à un endroit. Son travail a consisté à développer des modèles présentant des caractéristiques nouvelles par rapport à ceux déjà présents dans la littérature et à questionner ce que deviennent ces modèles en grande population. C'est-à-dire, quand on fait l'approximation selon laquelle le nombre de cellules, qu'on va appeler N, est infini. Comme toujours, on est d'abord revenu sur son parcours. C'est toujours une partie que j'aime beaucoup, découvrir l'histoire de mes invités, mais là je dois avouer que j'ai pris un plaisir particulier à revivre l'aventure de Milica à ses côtés. En effet, elle nous parle de ses années en Serbie, où depuis sa plus tendre enfance, elle a participé à des concours de sciences poussés par des merveilleux professeurs qu'elle a eu la chance de trouver sur son parcours, qui l'ont stimulée, l'ont accompagnée, lui ont consacré du temps bénévolement parce qu'ils avaient senti son potentiel. Elle aborde également ses années universitaires en Allemagne, en Italie et en France, dans le cadre du cursus Erasmus Mundus qu'on avait déjà évoqué dans la saison 1 dans l'épisode avec Rinel. Ces années ont été d'une richesse incroyable pour elle et ont beaucoup marqué son parcours scientifique. Dans sa carte blanche, Milica aborde la problématique être une chercheuse ou un chercheur étranger en France. Elle nous livre son expérience et soulève quelques questions sur l'attractivité de la France à l'international. J'ai adoré cette discussion avec Milica. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Bonne écoute! Eh ben écoute, on va démarrer. C'est bon, t'es bien installé, t'as pas de... Oui, j'ai pas besoin. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me fais un signe, on s'arrête et on va. Ouais. Ok. Bon bah nickel, alors on va démarrer. Donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Milica Tomasevich, donc qui est chargée de recherche au CNRS et qui est affectée au Centre de mathématiques appliquées de l'école polytechnique. Comment est-ce qu'on se connaît ? On se connaît pas vraiment. Même si on n'est pas complètement déconnecté, puisqu'on évolue quand même plutôt dans les mêmes sphères de recherche. Avant tout, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc on démarre, on fait un bond dans le temps et on revient en 2005. Tu es né donc en Serbie. Et c'est là où tu as fait ce qu'on appelle un gymnasium, donc qui est l'équivalent du lycée chez nous, mais pas complètement. Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement des études avant le supérieur en Serbie ? Oui. Donc en fait, l'école commence à 7 ans. Et c'est l'école, on dit élémentaire. Elle dure 8 ans. Et en fait, c'est, si tu veux, collège et école primaire ensemble. En fait. Donc les premières 4 ans, c'est avec un enseignante et les dernières 4, donc c'est avec beaucoup d'enseignants et c'est en fait un équivalent de collège. Les premières 8 ans Et après, donc au bout de 8 ans de scolarisation, qui est obligatoire, on rentre dans un high school, disons. Et donc les lycées s'appellent les gymnasiums.
Okay. Donc c'est l'éducation assez générale dans tous les sens, tu vois, avec le latin et les maths et tout ce qu'il faut. Et après, donc ça dure 4 ans, hein, les gymnasiums. Mais après, on peut aussi faire un high school qui n'est pas gymnasium, qui n'est pas lycée. Ça peut être par exemple en économie ou pour la médecine, genre pour être infirmière et tout ça. Et donc les gens qui vont dans un gymnasium, c'est des gens qui en fait vont continuer avec les études. De toute façon, on se spécialise parce qu'on va se spécialiser en rien, et en culture générale si tu veux. Voilà. Et dans les gymnasiums, tu as 2 voies. Soit tu as une voie un peu scientifique, disons ce qui s'appelle sciences naturelles et mathématiques, genre en traduction vraiment littéraire de ce que c'est. Et après, t'as deuxième voie, sciences socio-linguistiques, un truc comme ça. Et ouais, c'est l'équivalent de comme s'il y avait filière S, filière L. Voilà. Je connais pas très bien tout ça, mais ça n'existe plus d'ailleurs avec le nouveau bac, mais je pense que c'était l'équivalent de ça. Et donc, on vient de le comprendre, et puis on aurait pu le deviner avec ton parcours. Donc toi, t'es plutôt partie dans l'option sciences naturelles, mathématiques. Exact. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi t'as choisi d'aller dans cette direction? Quand j'avais 9 ans, je pense que j'avais fait mes premiers concours des compétitions de maths, tu vois, ça commence très tôt, hein, ça. Ah, génial! Ah oui, toi, 9 ans, je me souviens plus. Et j'étais hyper genre passionnée par les maths, c'était toujours mon sujet préféré. Je faisais beaucoup après classe, je travaillais beaucoup avec la prof de maths quand j'étais au niveau collège. Et donc en fait, pour moi, il y avait pas de question, je voulais pas du tout faire sociolinguistique ou quoi que ce soit, mais bon, voilà, c'était évident que je voudrais faire la partie sciences naturelles, voilà. Et pour revenir sur les concours, comment est-ce que la première fois tu t'es inscrit à un concours, comment est-ce que ça s'est fait ça? En fait, ça s'est fait il y a très longtemps, donc moi ce que je me souviens, c'était que il y a une année blanche quand on est au 3e donc année de l'école élémentaire. Oui. Et c'était l'année, donc la 3e année, donc on a peut-être 10 ans. Oh non, on a 9 ans. Et en fait, mon frère, il est 6 ans plus grand que moi. Et il a déjà, donc tu vois, il était déjà enfant de ses études donc de collège, et il allait aux compétitions de maths, de physique, de tout ça. Et mon père, il nous beaucoup stimulé par rapport à tout ça. Donc il aimait beaucoup les maths, il aime beaucoup les maths et les physique aussi, donc il me donnait toujours des petites exos à faire, on regardait pas mal des quiz où il y a des maths et tout, etc. Et donc mon frère, je me souviens, il avait des bouquins de préparation pour ce genre de compétition, et moi j'allais regarder ces bouquins et je regardais les niveaux plus bas, donc quand j'avais cet âge-là, je me disais, est-ce que je suis capable de faire quelque chose, tu vois? Et donc, j'ai essayé comme ça à 8 à 9 ans, avec les petites exos, de plus bas niveau, du coup, et pour les gens d'âge 10, 11 ans, tu vois, et voilà, ça m'a un peu intriguée, ça m'a un peu aussi passionnée, et donc, je me retrouvais parfois à l'entrée de l'école, et de travailler ces exos, tu vois, dans mon temps libre. Et voilà, ça a commencé comme ça, et du coup, j'ai vu que j'ai un peu d'avance parce que je recevais les exos qui étaient pour les enfants qui sont plus grands que moi. Et donc je me suis dit j'ai vraiment hâte d'avoir leur âge pour pouvoir tu vois aller dans les compétitions et tout ça. Et donc j'ai commencé avec l'année blanche, c'était comme ça, et après toutes les années après, donc de l'âge de je sais pas de 10 à 15 ans, donc toutes les années j'allais les faire, et c'était vraiment pas un devoir ou quoi que ce soit, c'était avec plaisir. Ouais. Et mais après, quand t'es un peu comme ça, tous les profs sautent sur toi et ils veulent que tu ailles sur toutes les compétitions dans toutes les matières. Donc vite fait, je me suis retrouvée à préparer chimie ou physique et tout ça. Bon, ça j'étais pas autant passionnée, hein. Même anglais, à un moment, j'allais tous les samedis dans les écoles différentes pour écrire des petites vraiment, ouais. Et après je me suis dit il faut que j'arrête ça quand j'aille au lycée, parce que je veux pas être un geek total au lycée. Et du coup j'ai fait un choix
de ne plus faire des compétitions à partir de lycée. Toutes, même les compétitions de maths, t'as tout arrêté. Ouais, tout arrêté. Mon père était pas content du tout, mais ma mère, elle était super contente. Elle a dit, écoute, tu fais ce que tu veux, t'es adolescente maintenant, tu fais ce que tu veux. Et mon père, il était toujours à côté à dire, pourquoi tu lui as dit ça? Et elle est super forte, il fallait pas qu'elle fasse ça. Mais bon, à la fin, tout le monde a été content et moi, j'ai arrêté les compétitions. Mais je dois dire que quand même, j'ai beaucoup travaillé. J'avais une super prof au collège, vraiment super. Elle était aussi la maîtresse de ma classe, genre elle était la prof principale de ma classe. Et elle, tout souvent, elle restait après à la classe 1 heure ou 2 heures à travailler ensemble, tête à tête, tu vois. Wow. Et c'était gratuit. Ah, c'était vraiment une vraie passion, alors. Ouais, c'était gratuit. Et elle restait pour moi. Elle aimait beaucoup travailler avec moi. Et c'était la même prof qui était la prof de mon frère. Et mon frère l'a pas du tout aimé. Ah. Donc, ils ont pas eu une super relation du tout. Il a même arrêté à prendre des notes il en a fait une petite, il était un peu rebelle contre elle et ils se sont pas beaucoup, ça a pas beaucoup branché entre eux. Et pourtant, moi, tu vois, 6 ans après, ça a super bien marché. C'est-à-dire que je vois beaucoup, tu vois, les gens sont marqués par leur prof et ils aiment pas les maths. Ouais. À cause des profs. Oui, ça impacte énormément. Ouais, voilà. Ouais. Et nous, les deux, ont eu une expérience complètement différente avec la même prof, tu vois. Ah, c'est marrant ça. Voilà. Et donc voilà, pour moi, quand j'ai écrit les concours pour le lycée, parce qu'en Serbie on écrit aussi, on est classifié, etc. Tu veux dire que pour entrer au gymnasium, tu passes un concours? Oui, tu passes un concours national. Donc, tu passes un concours national, c'est la même chose pour tout le monde. Et après, tu fais tes vœux. Et en fonction de tes vœux, tu vas t'es accepté dans un lycée ou non. Ok. Et après, tu choisis ta filière dès le début. Donc tu peux pas après. Bon, peut-être tu peux changer au cours de la route, mais pas beaucoup. Ouais. Okay. Et donc voilà, je suis arrivée au lycée comme ça, avec plein de backup avec les maths. Mais ouais. Voilà. Mais du coup, une question souvent que j'aime bien poser, c'est quel était ton rapport à la matière? Bon là, on a compris tout de suite que t'aimais ça, mais donc j'ai envie de préciser ma question. Qu'est-ce qui te plaisait dans les maths? Pourquoi tu penses que t'avais cette connexion particulière avec la matière? En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que je voyais pas le temps passer, tu vois. Je m'y mettais après l'école et je commençais à résoudre des exos et vite fait, je passais 2-3 heures avec les exos dans ma tête, toute seule. Tu vois, et j'ai pas, peut-être c'était une espèce de méditation, je sais pas. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, que je voyais pas le temps passer, et j'étais chaque fois hyper excitée quand j'arrive à la fin d'un exo, et après j'aille à la fin de livre pour voir, tu vois, est-ce que c'était bien ou pas. Et souvent il y avait pas toutes les solutions. Donc parfois il fallait attendre lundi ou je sais pas quoi pour aller voir ma prof et lui dire ils ont pas la solution de cet exo, est-ce que c'est juste ce que j'ai fait, tu vois. Donc l'excitation de savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Et je pense que j'allais aussi aujourd'hui quand j'écris les papiers ou quand je fais des choses, j'ai toujours un peu une inquiétude, un peu une excitation que est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Voilà, et j'aime bien être un peu dans le suspense, est-ce que c'est vrai ou faux. Je sais pas. Ah, trop bien. Et alors donc c'était vraiment une matière particulière pour toi, tu viens de nous dire pourquoi. Est-ce que à ce stade tu avais quand même déjà formalisé que peut-être ça pourrait être ton métier? Ah oui. Oui, très tôt en fait, et ça a beaucoup évolué en voyant qu'est-ce que les gens font avec les maths. Donc, quand t'es enfant et tu aimes les maths, tu vas dire je vais être comme ma prof, tu vois. Donc je vais être la prof de mon collège. Après, tu arrives au lycée, et au lycée, j'avais une super prof de maths, et en fait, elle était aussi la maître de ma classe. Donc, j'avais la chance d'avoir 2 fois prof de maths et 2 femmes merveilleuses. Et elle était hyper forte, une des plus sérieuses profs de maths, très stricte, tu vois, et tout ça, mais très juste. Et elle expliquait tellement bien. Et donc, j'ai beaucoup admiré sa personnalité et sa manière d'être. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais être prof au lycée. Et après, du coup, quand j'étais à la fin de lycée, donc je savais que je voudrais étudier les maths. Et donc, je me suis dit, mais peut-être prof au lycée, je voudrais peut-être travailler dans une entreprise. Tu vois, là, tu commences à parler, à penser à autre chose que l'école, parce que tout ce que tu connais, c'est l'école.
aux autres métiers et tout ça. Et à un moment, je pense que j'avais un petit moment d'excitation, ça a duré 3-4 mois, pour l'ingénierie. J'avais, mon frère et mon père sont ingénieurs les deux. Et donc, j'avais à un moment, je me suis dit, mais peut-être c'est mieux, peut-être il y a beaucoup plus de travail qu'avec les maths et tout ça. Voilà, tout le monde se pose un peu, que tu arrives à 18 ans, et tout le monde se pose un peu des questions. Comment je choisis mes études? Est-ce que c'est par passion? Est-ce que c'est par, est-ce que j'aurai de travail? Ça, je pense aussi, dépend de comment tu as été élevé, de aussi, un peu le milieu socio-économique dans lequel tu es, tu vois. Et donc, je sais pas, je me posais ces genres de questions. Et donc j'ai hésité un peu pour l'ingénierie, mais c'était tellement bref et tellement anecdotique quand je le vois maintenant. C'était plutôt quelque chose, genre, tout le monde allait faire, parce que nous on écrit des concours pour chaque fac. Chaque fac propose un examen différent. Donc il y a des concours d'entrée dans les facs, mais c'est pas centralisé. Tu dois en faire. Ah oui, donc plus tu fais de candidatures, plus tu fais de concours. Exact. Et donc parce qu'on n'a pas des grandes écoles, un service assisté n'existe pas. Et donc chaque fac est sélective. Et surtout l'ingénierie, ils sont réputés par un examen le plus dur en maths et tout ça. Et donc je me souviens, je voulais juste écrire l'examen de maths. Mais comme toutes mes amies, tout le monde écrivait 5 ou 6 examens, tu vois, je me suis dit, tiens, moi, et si j'ai pas de plan B? Bon, c'était un peu ridicule parce qu'il y avait des places à la fac de maths, tu vois, c'est pas le plus recherché. Même si cette année-là, tous les places ont été remplies, et c'est depuis longtemps que tous les places sont remplies dans les maths en Serbie. Mais c'est plutôt en physique qu'il reste beaucoup de place, je pense. Et donc j'ai hésité, je me suis dit mais peut-être il faut que j'écrive un autre examen, etc. Mais c'était plutôt une hésitation que je trouve aujourd'hui un peu anecdotique avec le recul, hein, que voilà. Et donc à la fin je me suis dit ben non, je vais juste écrire un examen. Et effectivement ça a été de maths. Ok. Et donc est-ce que toi, t'as choisi les maths parce que c'est ce que t'aimais, t'as même pas pris de plan B, tu t'es dit, je suis ce que j'aime, etc. Mais est-ce que, à ce stade, tu connaissais les métiers de la recherche? Non, pas du tout. Pas du tout. Et en fait, je pense que, comme je te disais, ça a évolué, qu'est-ce que je voudrais faire, en fait, à l'époque? La question. Et la réponse, elle a évolué en fonction de mon environnement, tu vois. Et donc, d'abord, je disais, je voudrais être prof à l'école, tu vois. Après, quand je suis allée à la fac, je me suis dit, tiens, tu vois, on est hyper sollicité par les forums d'entreprise et tout ça. Je voudrais travailler dans une banque ou je sais pas quoi. Des maths appliquées, alors? Oui, voilà. D'accord. J'ai fait des maths, premières 2 ans sont généralistes. Et après, la deuxième partie, tu choisis un peu ta spécialisation. Donc moi, j'ai choisi les probas. D'accord. Et avec les probas, t'as beaucoup de sollicitations côté actuaire ou, voilà. Et donc, je me suis dit, allez, je vais être une businesswoman, tu vois, je m'imaginais comme ça, et tout ça. Voilà. Ça a été aussi, si tu veux, anecdotique, avec le recul. Mais voilà, à l'époque. Et après, petit à petit, je pense quand je faisais mes études, à un moment, j'ai réalisé que, tu vois, j'aimais bien approfondir les choses. Je connaissais pas la matière en soi, tu vois, je savais pas ce que ça veut dire. J'avais la curiosité de approfondir, c'est quelque chose qui m'intéressait, d'approfondir plus de choses, etc. Voilà. Et donc pour te dire, je connaissais pas le métier du tout. Ouais. Mais à un moment, je me suis dit, je voudrais faire une thèse, et je me souviens un ami de famille qui est un peu plus grand que moi, il venu me voir, il était en train d'intégrer une thèse en physique, et il me disait, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il fait en cherchant en maths? Mais alors attends, comment t'avais entendu parler du mot thèse si tu savais pas vraiment ce que ça veut dire? Je savais ce que ça veut dire approfondir quelque chose à l'époque, tu vois, pour moi. Mais et bien sûr, il y avait beaucoup de doctorants à la fac qui faisaient des TD, tu vois. Donc ils étaient tous à nous accompagner, ils étaient en fait les chargés de TD. Et donc oui, je savais très bien ce que ça veut dire. Je savais pas ce que ça veut dire, mais je voyais les doctorants. Oui, tu connaissais le concept. Après, est-ce que concrètement tu savais ce que ça voulait représenter? Mais je pense que c'est pareil, si tu veux, pour les études de maths. Ouais. Les lycéens, ils savent pas, quand tu es au lycée, tu sais pas ce que ça veut dire étudier les maths. Tu penses que tu vas aller résoudre les examens. Et en fait, moi, je me souviens, la première année des études, la moitié s'en va. Parce que c'est pas ce qu'ils ont imaginé. Ils ont pas imaginé de faire des théorèmes, d'apprendre, tu vois, de répéter, d'aller faire des preuves au tableau et tout ça. Ils ont pas imaginé ça.
Ils ont imaginé de résoudre les exos, comme au lycée, je sais pas. Et du coup, beaucoup de gens abandonnent parce que c'est pas ce qu'ils ont eu en tête. Et c'est pareil, je pense, avec la recherche. Tu fais tes études de maths, donc tu comprends ce que ça veut dire, les maths et la théorie des maths, tu vois. Mais tu sais pas exactement à quel moment la recherche commence. Absolument. Parce que les maths, c'est la discipline peut-être la plus étudiée depuis longtemps. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Et toujours, quand je dis aux gens que je fais la recherche en maths, tout le monde me dit, mais qu'est-ce qu'il y a à chercher? Genre, vous cherchez quoi? Ouais. Il y a encore des nouvelles choses à trouver? Oui, exactement. Ça, c'est la question, la drôle, quoi, que tout le monde fait ça. Oui. J'ai l'impression que ça fait partie de ces métiers où, tant que tu l'as pas vraiment toi-même pratiqué, tu peux pas en prendre complètement, en saisir complètement. Mais je pense que c'est vrai aussi pendant la thèse, les gens se disent au bout d'un moment, oui, je trouve que c'est pas un métier pour moi. Hein. Oui, donc, c'est vrai. Ça arrive beaucoup. Hein. Ouais. D'accord, ok. Et donc on vient en fait de balayer un peu le début, c'est-à-dire donc 2005-2009, les 4 ans de gymnasium, où tu te spécialises donc plutôt sciences maths. Donc 2009, tu intègres l'université de Belgrade, comme tu nous as expliqué, donc tu as passé le concours, on a compris pourquoi tu as un petit peu fait ce choix. Et donc université de Belgrade, donc je suppose que tu as quitté ta ville natale. Oui. Et en termes de niveau, c'est-à-dire que, tu vois, des fois, il y a un gap entre le pré et le poste supérieur. Est-ce que, quand t'es arrivé à la fac, t'as constaté que tu devais hausser ton niveau ou bien changer tes méthodes de travail? Alors, j'avais aucune idée comment ça va se passer. Et j'avais pas du tout, en fait, aucun a priori, au sens, je savais même pas ce que ça veut dire écrire un examen. Et nous, on écrit les examens, après 15 semaines, tu vois, on écoute une matière, mais à la moitié, on écrit on appelle ça colloquium, c'est très drôle, hein, le mot. Mais c'est en fait les partiels. Ouais. On écrit les partiels, mais qui comptent un petit peu dans la note finale, et on les écrit à la moitié. Donc, je me souviens que on nous a dit la première semaine, les partiels vont être dans la 6e ou 7e semaine, ou je sais pas quoi. Ils nous ont donné un peu la fenêtre temporelle. Et mais je savais pas du tout ce que ça va être et comment il faut faire en fait. Et je me souviens, ça dépendait de matière et des profs. Donc quand j'allais à l'analyse, c'était génial, c'était hyper intéressant, ça approfondissait tellement de choses que je connaissais un petit peu, mais déjà tu vois des fonctions et tout le formalisme derrière, etc. L'analyse réelle, tu vois le calculus 1, ce qu'on appelle. Ça j'ai beaucoup aimé et je me suis dit il faut juste travailler. Ouais. Mais par exemple, j'avais une prof tellement chaotique d'algèbre linéaire, je savais même pas ce qui se passe. J'allais au cours, 3 heures de cours d'affilée, je savais vraiment pas ce qui se passe. Je sortais toujours, mes notes étaient tellement désorganisées, je savais pas quoi faire. Je sollicitais les étudiants qui sont en 2e, 3e année que je connaissais. Je demandais, comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à passer cet examen? Je y comprends absolument rien de ce qu'elle raconte. Et après, je me suis dit, je vais essayer d'apprendre, je vais essayer de regarder aussi des bouquins. Et après, j'allais écrire les petites colloquiums, des petits tests. Et après, j'ai compris un peu, en fait, en mode, ça va se passer comme ça. Ouais. Mais je pense que ça dépendait de matière. Et donc, ça dépendait aussi de matière. Et ça dépendait aussi, je pense, de la personne qui a été en face. Et ouais, donc j'ai quand même beaucoup bossé parce que je me suis dit c'est mieux de beaucoup bosser que de bosser un peu moins. Donc j'étais un peu j'étais très sérieuse et appliquée. Ouais, j'étais très sérieuse, très en mode il faut que je passe vraiment mon temps à lire tous les notes, à refaire les exos, à prendre la main sur tout ça. Ah ouais. Et après nous en fait on fait beaucoup de théorie, donc on a tous en fait nos examens sont toujours ont une partie orale où on fait des théorèmes, tu vois, et on doit venir on reçoit 3 questions et on donne 15 minutes pour préparer un concept, ça s'appelle comme ça. Et après on sort au tableau et on explique au prof la réponse à 3 questions. Et les 3 questions sont souvent genre théorème de machin truc. Et donc tu vas au tableau, tu formes le théorème, tu le prouves. Ah oui, d'accord. Oui. Et après, où il te dit les définitions et l'introduction des nombres réels, ou je sais pas quoi. Et donc, tu pars. Ah oui, donc tu dois vraiment apprendre tout ton cours par cœur.
Oui, par cœur ou enfin, pas, ça par dépend. cœur entre guillemets. Enfin, tu dois vraiment l'apprendre, quoi. Oui. Ça pas dépend juste te souvenir des théorèmes. Et non, il faut vraiment que tu saches prouver tout. Mais ça, c'est à la fin. Donc, et ça aussi, c'était complètement nouveau d'apprendre les maths comme ça. Tu vois. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, en fait, ils partent, ils veulent pas étudier les maths parce qu'ils se disent mais c'est pas ça ce que je m'attendais. Je vais pas passer, je vais aller étudier le droit alors pour apprendre comme tu dis par cœur. Mais oui, c'était comme ça, c'était ça le concept. Et je me souviens les premières tests, ça s'est très très bien passé. Et donc je me suis dit bon les exos, je sais les résoudre. Maintenant il faut que j'apprenne à apprendre la théorie des maths. J'apprenne à voir les logiques et entre les preuves et de pouvoir tenir dans ma tête, tu vois, tout un cours et toutes les preuves. Parce que quand tu arrives à l'oral, si tu veux une bonne note, ce que je voulais toujours, il faut que tu connais toutes les preuves parce que tu sais pas qu'il y a 3 questions. Mais oui. Mais vous devez être super solide alors, parce que si vous apprenez vraiment toute la théorie, toutes les preuves, etc. Oui, mais après, tu vois, pour passer un examen, c'est toujours hyper simple. Tu as 100 points. On est toujours très simple. Il te faut 51 pour passer un examen. Et déjà, tes pré-colloquium, tu vois, les tests, ça te fait 40 points. Et après, il faut que tu trouves 15 ou 20 avec ton examen final. Donc, tu peux passer un examen... Bon, si à l'oral ça se passe mal, tu passeras pas. Même si tu as le 51 points, le prof a le droit à te dire non, tu passes pas. De te recaler, il a le droit de te recaler. Oui, mais on a aussi le droit de passer un même examen 3 fois. Ok, et en termes d'ambiance entre les étudiants, parce que tu vois, en France, il y a le système classe préparatoire, fac, et la classe préparatoire, ça dépend des endroits, mais parfois, comme à la fin, il y a des examens, ça peut être très compétitif. À l'université, quelle ambiance t'avais entre les étudiants? De l'entraide ou de la compétition? Il y avait un peu de tout, je pense. Très vite, on était une promo de peut-être 300 personnes. Et en fait, on choisit des voies différentes. Donc, il y en a déjà qui choisissent prof lycée. Ouais. Et eux, ils se spécialisent en ça. Et en fait, au bout de 2 ans, ils changent complètement. Les études deviennent de la pédagogie, genre approfondissement sur comment enseigner. Et donc, il y a une grosse partie de la promo qui part dans cette partie-là. Et l'autre partie de la promo qui se spécialise, donc il y a, je sais pas, les maths un peu plutôt analyse et tout ça, ce qu'ils appellent les maths pures. Après, il y a, je sais pas, analyse numérique, dans les maths un peu appliquées. Après, il y avait les probastats, etc. Et donc, je pense à l'intérieur de chaque voie, tu sais un peu, tu repères qui sont les étudiants forts. Tout le monde le sait un peu. Mais après, et tu sais un peu, en gros, qui a quelle ambition. Est-ce que quelqu'un veut continuer avec une thèse ou est-ce que les gens veulent plutôt aller travailler? Il y en a qui commencent à travailler, même trouvent une espèce d'internship pendant l'été et après l'entreprise continue à les pousser, etc. Donc tu sais déjà un peu, t'es un peu en mode ouais, tu sais qui veut faire quoi, etc. Je pense qu'il n'y a pas autant de compétition. C'est toi dans ta tête qui t'es créé la compétition, si tu veux te comparer avec quelqu'un, etc. Mais c'est plutôt, il y a beaucoup, on s'est aidé beaucoup. Moi, je me souviens, j'avais un groupe de travail avec 45 personnes avec lesquelles on passait les exos, donc repassait sur les exos pour préparer tout. Et donc ils venaient chez moi et c'est moi qui repassais sur toutes les exos et je leur réexpliquais les exos. Ouais. Que pour moi c'était parfait parce que comme ça j'approfondissais, je voyais un peu d'où viennent les questions, quels sont les points délicats. Et pour eux, c'était génial parce qu'ils pouvaient sauter, ne pas aller aux exos, ou bien aller aux exos, mais juste vouloir plus approfondir. Et donc, on s'est aidés. Moi, j'avais mon groupe. Tout le monde savait qui sont les gens qui viennent chez moi pour étudier, pour genre réviser. Et mais il y avait d'autres. Après, je me souviens, il y avait une fille qui avait des notes merveilleuses et tout le monde faisait des copies de ses notes. Et ces notes étaient vendues chez le mec qui fait les copies à la fac. Wow. Donc tu vas chez lui et tu te dis je voudrais les notes de Borka 2e année proba machin et il te sort le truc déjà préparé, il te le vend. Donc voilà, il y avait vraiment, on se partageait tout. J'espère qu'elle touchait un petit pourcentage quand même. Non, elle touchait, oui. Et tout ce qu'elle avait, je pense, je me souviens, elle pouvait copier tout gratuitement chez lui. Tu vois, donc elle avait très bien. Voilà, elle était client platinum chez lui. Donc non, on partageait beaucoup de choses et je pense que la compétition, ça venait peut-être de l'intérieur de quelqu'un, mais pas
C'était pas une ambiance instaurée, en tout cas. Non, pas du tout. On essayait vraiment de s'aider et les gens étaient sincères, tu vois. Moi, il y avait des gens qui venaient me voir et me disaient « Écoute, moi, je veux juste passer l'examen. Est-ce que je peux passer chez toi ce matin ? Qu'est-ce que tu peux m'expliquer les points clés ?» Et j'ai essayé de résoudre, tu vois, les examens. J'avais un copain qui venait le matin, 4 heures avant l'examen, et je repassais sur les points principaux avec lui. Et après, il se trouvait que lui, bon, il était débrouillard, il était fort quand même, mais il voulait juste pas passer son temps à réviser, et donc il venait, et voilà, les gens étaient sincères. C'était suffisant pour lui. Voilà, c'était suffisant pour lui. Mais alors, ce que tu décris, ça a quand même d'être plutôt toujours dans un sens, c'est-à-dire que c'est toi qui expliquais aux autres. Oui, moi je faisais ça beaucoup. Ouais. T'étais dans la posture presque de la tutrice comme certains ont. Oui, bah oui, je l'étais. Et en fait, après à la fac, je l'étais à la 3e année. Et du coup, la fac m'a demandé... Tu l'étais officiellement. Oui, j'étais officiellement. Oui, un proba. Oui. Mais oui, je faisais. Mais moi, je le faisais vraiment. Je passais mon temps avec eux. J'aimais le faire pour moi-même aussi. J'ai pas trouvé ça comme temps perdu, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, quand t'apprends aux autres, ça te permet, comme tu dis, d'être au clair sur tout et de voir s'il y a pas des petites subtilités que tu pensais avoir comprises et qu'en fait, finalement, on y regarde. Et ça me motivait beaucoup parce que peut-être moi-même, toute seule, j'aurais pas tout fait, tu vois. J'aurais pas allé dans tous les détails ou dans toutes les... Mais avec eux, du coup, je le faisais et ça m'a fait, peut-être faire plus que ce qu'il fallait. Ouais, ça t'a tiré vers le haut, en fait. Oui, et ce qui faisait qu'à la fin, voilà, j'ai eu vraiment, j'ai eu des très bonnes notes, donc ça arrivait vraiment rarement que j'écrivais un examen où pas tout a été correct, ou je sais pas, tu vois, c'était vraiment parce que comme tu repasses beaucoup avec les autres, tu apprends les autres, tu sais ce quoi t'attendre à la fin. Ok. Eh ben, ouais, c'est génial comme expérience de fac. Je pense que je faisais ça. Oui, il y avait toujours une partie de moi qui voulait être enseignante. Ouais, ouais, j'imagine. Tu t'es mis dans la posture en tout cas. Et je le voulais toujours quand j'étais petite aussi. Je me souviens, il y avait comment on appelle ça, le masque and ball, quand tu te déguises, ouais. Ah oui, la fête, carnaval. Oui, voilà. Et moi, je me souviens, j'ai été genre le truc le moins drôle de tout le monde. Je me suis déguisée en enseignante, tu vois. Donc j'ai pris les vêtements de ma mère un peu sérieuses et tout ça. Et donc j'avais, je sais pas, 6-7 ans. Donc j'avais même une école imaginaire quand j'allais pas à l'école. Je voulais tellement aller à l'école, donc je prenais les bouquins de mon frère et donc je faisais l'école avec les étudiants imaginaires. Je faisais ça moi aussi. Et ben voilà. Ouais. Et je corrigeais des fausses copies. Exact. Et est-ce que tu leur donnais des noms à tes élèves? Oui, bien sûr. J'avais un plan de classe imaginaire. Exact. Je faisais pareil. Ah, ça me rassure, j'avais jamais rencontré quelqu'un qui faisait ça aussi. Ah oui, je faisais ça énormément. Et en fait, c'était horrible parce que je suis arrivée en première année de l'école primaire. Je connaissais tout parce que j'ai appris avec mes élèves, tu vois. Ok. Et donc alors, on a bien compris le concept. Tu nous as dit les 2 premières années sont générales et c'est après que tu te spécialises. Donc toi, tu as choisi les probabilités. Pourquoi? Alors, à l'époque, j'ai essayé de me souvenir. Hein, je me suis pas posé ces questions avant de te voir, donc peut-être je vais un peu baguer, mais je me souviens que il y avait la filière maths théorique. Et là, il y avait 10 élèves juste de 300 qui allaient. Bon, déjà, il y avait une partie qui est partie, il y avait une partie qui allait faire prof, mais il y avait toujours genre une dizaine d'élèves dans cette filière, et ça me paraissait pas très marrant de passer mes 2 ans avec 10 personnes qui je trouvais un peu geek, mais moi-même c'était mon jugement, hein. Et c'est la geek qui le dit, donc je le vois. Et je sais pas, il y avait quelque chose qui m'attirait pas. Je pense que c'était l'ambiance. Peut-être c'était l'ambiance compétitive. Même moi, je trouve que je suis compétitive, mais peut-être voilà, je sais pas. Il y avait quelque chose qui ne m'attirait pas. Et je pense aussi que c'était aussi, moi, je voulais avoir toujours une possibilité de faire quelque chose d'appliqué. Et donc, je voulais pas me mettre dans la case maths hyper théorique, étudier 4-1 et après peut-être je trouverais pas un travail. Voilà, j'étais un peu inquiétée aussi par rapport à ça.
Donc je me suis dit un bon compromis, ça doit être les probas, parce que j'ai comparé les deux cursus, j'ai regardé un peu les cours différentes qu'on pourrait prendre. Je me suis dit, ouais, il y a pas beaucoup de différence, peut-être un peu plus probastat d'un côté, un peu moins de topologie, 5, 6, 7, je sais pas combien de cours de topologie ils ont eu. Et je me suis dit, ouais, c'est hyper intéressant, j'apprendrai quelque chose que j'ai pas beaucoup appris avant. Et je me suis lancée dedans, et je me souviens, il y avait une mention actuariat, ou je sais pas quoi, je me suis dit, voilà, il y a quand même une ouverture un peu vers l'industrie, donc peut-être, voilà, ça sert aussi une bonne option. Un jour, j'aurai plus d'options. Tu voulais avoir les portes voilà, plus de portes. Un peu plus de portes ouvertes dans tous les sens. Et mais j'ai quand même regardé que ça reste si aligné avec le programme théorique. Donc d'accord. Donc presque c'est pas tant les maths en tant que telles qui t'ont fait choisir cette voie, mais plutôt tout ce que ça a impliqué, les voies possibles, l'ambiance dans la promo. J'étais un peu comme ça, mais disons que je voulais en fait voilà, je voulais rester dans le truc théorique. D'accord. Et beaucoup de profs ont venu me voir après la deuxième année, de me demander d'aller dans cette filière, parce que j'ai choisi la filière proba avant. Et j'ai un peu peut-être regretté, mais je me suis dit oui, mais j'aimerais quand même avoir plus de portes ouvertes à la fin. Je continue avec la voie proba, je voudrais voir ce que ça donne, approfondir un peu tout ça. Et après, pour te dire, on nous explique pas ce que c'est, hein. On nous dit pas, on nous donne le cours, les noms des cours, des probas qu'on va faire, on nous donne un peu de description, mais tu sais pas où on avait fait peut-être un cours introductif, tu vois, variable aléatoire et tout ça. Tu entends un peu de choses, et ça ça j'ai beaucoup aimé, donc je me suis dit d'accord. Ah oui, voilà. Donc quand même t'avais quand même eu un aperçu. J'ai eu un aperçu, je me suis dit oui, ça j'aime bien, je trouve que ça me plaît. Et après je me suis dit, je sais pas ce que ça voudrait dire que approfondir ça théoriquement, faudrait voir, mais voilà, je pense que j'aimerais rester dans un truc un peu plus appliqué, parce que je sais pas comment tout va aller. Et en fait j'avais un petit regret au début de la troisième année, et après j'ai vu qu'en fait il y a des cours électifs et que je pouvais choisir des choses que en fait et écouter les cours avec la filière théorique, tu vois. Donc parfois il y avait un choix entre un truc hyper appliqué avec les données et tout, et un cours d'analyse de je sais pas quoi. Et donc je me suis dit, tiens, comment ils font ces choix? Genre ils proposent un choix entre deux cours tellement différents. Ouais. Mais c'était juste effectivement pour donner le choix aux gens qui sont partis dans le voie proba, de quand même toujours pouvoir aller faire d'autres types de maths. Oui, d'accord. Tout au cours. Mais je dois te dire que quand même, en choisissant les probas, ça a pas beaucoup changé, ça a juste ajouté des cours de proba. Oui, mais tout le long des 4 ans, j'ai écouté la géométrie, l'analyse, toutes les matières en fait. Tu donnais une coloration plus forte, voilà. Mais ça t'empêchait pas de rester généraliste. Mais tu écoutais tout. Ok. Voilà. Oui, et puis souvent c'est comme ça que ça marche, c'est-à-dire que tu choisis une voie pour telle ou telle raison, et c'est un peu le hasard, et puis finalement tu découvres que ça te plaît. Je pense que tu choisis des voies un peu par hasard, et tes choix, comme tu dis, sont parfois influencés par ton environnement. Il y a des gens qui sont très décisifs, qui savent qu'ils veulent, ça, chapeau. Mais je pense que à la fin, tu te retrouves toujours où tu dois être. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. En faisant ces choix, tu vois exactement qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu aimes pas. Ouais. Et ça, c'est dessiné en toi petit à petit, et tu vois, ah oui, d'accord, donc là, j'ai fait ce choix, ça va être ce cours-là, mais en fait, moi, j'aime bien ça, je vais aller demander de changer mon cours électif, etc. Et donc, en faisant des petits ajustements et des petits choix, avec le grand choix, tu te retrouves toujours où tu dois être si t'es motivé. Et effectivement, moi, quand je regarde derrière, je pense que tous les choix que je fais, c'était les justes. Même si parfois la raison a été l'ambiance n'était pas cool. Mais c'était une des raisons. Bien sûr. Peut-être la principale. Mais après c'était pas que ça. Voilà. Ok. Et donc du coup, parmi tous ces cours là que tu nous as énumérés, vous avez vu beaucoup de choses différentes. Est-ce qu'il y a un cours qui t'a particulièrement marqué?
Là, si je te demande de me parler d'un cours... Ah oui, moi, c'était le cours donc 3e année, 2e semestre. Donc, ça serait le niveau de L3 ici. Mais nous, on fait 4 ans d'études, je précise ça. Donc, nous, la licence, c'est 4 ans. D'accord. Et le master, c'est juste 1 an. Ok, donc c'est pas sur le système LMD, mais à la fin, c'est un master. C'est 5 ans, oui. À la fin, des 5 ans, c'est un équivalent master. C'est un M2. Ouais. D'accord. Mais tu fais 4 plus 1 an. D'accord. Et pas 3 plus 2 comme chez nous. Et donc, je me suis en 3e année, 2e semestre. C'était le cours électif d'analyse, théorie de la mesure et analyse fonctionnelle. Et donc, la première partie de ce cours, donc dans le premier semestre, elle était obligatoire pour tout le monde. Et la deuxième a été élective, entre ça et un truc hyper appliqué. D'accord. Et je me souviens, j'étais la seule étudiante de la de la filière proba qui a choisi de faire la deuxième partie de cours d'analyse, donc de ce cours. Et la question se posait, est-ce que le cours va être maintenu, parce que on va pas faire pour une seule personne, travailler le prof pour une seule personne. Mais il s'est trouvé que le prof a été hyper sympa, qui venait de Tchatchak, ma ville natale, et que on avait un peu de connexion. Mais en fait, j'ai réalisé après, je connaissais ces connexions déjà, mais lui, il les connaissait pas. Et mais déjà, il était hyper content qu'il y a une élève qui vient de sa ville natale et qui veut continuer. Et donc, il a gentiment accepté de faire ce cours juste pour moi et ne pas me faire aller et écouter avec la filière théorique avec un autre prof, parce qu'il a fait la première partie, il s'est trouvé un peu genre, il a vu que j'aime bien et que c'est lui qui m'a donné cette envie, et donc il voulait pas m'envoyer vers un autre prof. Ce que j'ai trouvé magnifique. Et après, c'était un des profs les plus, je pense, réputés de la fac, qui malheureusement est décédé. Donc j'aimerais bien quand même citer son nom. Bien sûr. Il s'appelait Milutin Dostanic. Voilà, je suis un peu émue maintenant, je suis désolée. C'est une personne vraiment qui m'a beaucoup marqué pendant mes études. Et j'étais partie au bout d'un an, c'est lui qui m'a fait toutes mes lettres de recommandation pour mon départ et tout ça. Et au bout d'un an que j'étais partie, j'ai eu la nouvelle qu'il a été décédé. J'étais touchée par ça. Et c'était un des profs qui a beaucoup travaillé, beaucoup publié en fait en analyse. Un des rares qui arrivait, parce que les conditions, tu peux imaginer là-bas, sont pas les mêmes qu'ici. Il n'y a pas beaucoup de temps pour la recherche, les gens là-bas. Et donc c'était quelqu'un vraiment de magnifique. Et donc lui, il s'est senti un peu dans l'obligation, disons, mais il voulait le faire aussi. Et au même temps, il y avait une doctorante qui elle a fait la filière info, parce que la fac propose aussi la filière info. D'accord. Elle a déjà terminé ses études, elle avait même fait un master à Paris, je me souviens, et elle est retournée en service pour faire une thèse, et elle voulait le faire en analyse, mais elle avait pas tout le background. Et donc, il me disait, allez, je vais vous le faire ensemble. Comme ça, vous êtes à deux, Oui, c'est quand même un peu plus sympa. Voilà. D'avoir quelqu'un même pour pouvoir échanger sur le cours avec. Exact. Et donc, on était à deux, moi et la doctorante. Et moi, j'étais en 3e année de licence. Et, ça va? Donc, on était à deux et c'était 3 heures par semaine, parce que c'était vraiment un cours un peu électif, donc c'était pas censé à passer énormément de temps. 3 heures de cours et 3 heures de TD. Et on venait dans son cabinet, donc à lui, dans son bureau, où il ouvrait en fait, tu sais, les feuilles où tu écris des examens. Il ouvrait ça et il écrivait le cours du coup dedans. Il le faisait pas au tableau. Et à la fin, il juste fermait le truc et il nous donnait ses notes. Mais comment vous suiviez alors nous on regardait ce qu'il fait. Oui, nous on regardait, il nous expliquait, mais il nous expliquait. Donc il écrivait le cours comme si c'était le tableau. Et à la fin du coup, il nous donnait et on allait chez le fameux le copiste. Et on faisait nos copies. Et donc la seule manière vraiment, et il y avait un livre qu'il écrivait avec l'autre prof qui était dans un stade vraiment terminal, et il nous a donné ça. Et donc la seule manière vraiment à rester à jour, c'est d'aller chez soi et réécrire tout de suite ce qu'il a écrit. Oui. Parce que sinon, tu vas oublier, avec tes notes et tes réflexions à toi. Bien sûr. Et avec le bouquin peut-être, à côté. Et ça a commencé, je me souviens, genre on a fait 1 ou 2 semaines, et et après, il nous a dit, ça va être chaud, on n'aura pas beaucoup de temps, est-ce que vous pouvez venir aussi demain après-midi?
moi, j'ai regardé mon emploi de temps, j'allais le matin, je dis, bah oui, moi, le matin, dans l'après-midi, moi, je peux, tu vois. Parce que j'avais, la troisième et première année, ils vont le matin, et la deuxième et la quatrième, l'après-midi. Pour rentabiliser les places, tu vois. D'accord. Et donc, moi, j'allais le matin, et l'après-midi à 14h, après, aux 15h, j'étais dispo. Et donc, il disait, OK, venez aussi demain. Et après, venez demain. C'est devenu 4 fois par semaine. Oui, j'étais. Et ça, bénévolement, j'imagine, oui, à nouveau. Oui, il a même pas été payé, même pour le cours de base. Parce qu'il était pas compté dans ses heures. Parce que il y avait un étudiant, tu vois. Donc, c'était vraiment du volontariat. Dans le système, il a été quand je me loguais dans mon compte étudiante, il a été le prof de mon cours. Donc, j'étais pas affectée chez l'autre. Mais lui, ça a été pas, je sais pas comment, ça a été pas. T'as eu quand même beaucoup de chance sur ton parcours avec énormément d'enseignants qui t'ont consacré beaucoup de temps bénévolement. Oui. Mais je pense que ça venait aussi de mon esprit à moi de vouloir le faire et il voyait dans moi et donc il voulait pas lâcher. Oui, mais j'avais effectivement. Et quand tu le dis, j'avais vraiment. Je le vois maintenant, mais à cette époque, ça venait juste de moi. Et moi, mais c'est sûr, tu devais dégager quelque chose. J'exprimais l'envie et les gens se sentaient. Mais je pense aujourd'hui, c'est pareil. Moi, quand il y a un étudiant qui vient et qui exprime l'envie, je passe des heures et des heures et voilà. Même si peut-être j'ai pas le temps, hein, mais voilà. Et donc c'est devenu 4 fois par semaine, 3 heures, plus le TD le 5e jour. Donc en fait tous les jours, j'avais 3 heures de plus que tous mes collègues à la fac, tous mes camarades. Et à 14h, eux, ils allaient déjeuner à la cantine. Et moi, je courais, je mangeais rapidement et j'allais chez le prof d'Ostanich pour faire mes 3 heures d'analyse. Et le pire, je me souviens, a été que j'avais une super moyenne, tu vois, que je tenais vraiment à tenir. Je voulais pas. Et tout le monde me taquinait, mes potes de filière proba, voilà, ça va descendre ta moyenne, etc. Et donc, j'étais en mode, oui, tiens, eux, ils ont tous eu les 10 dans leur cours, qu'ils ont pris là, c'était à écrire un espèce de rapport. Et moi, je me tape 12 heures, 15 heures d'analyse chaque semaine, et c'est pas donné, tu vois, je sais pas du tout comment ça va se passer. Et c'était hyper dur, parce qu'il allait dans tous les détails, dans tous les sens, les dilemmes pour prouver un théorème, il les faisait toutes. C'était pas admis. Rien n'était admis. Tout a été prouvé. Tout. Et donc, à la fin, donc, ça s'est terminé. On a écrit un examen, écrit. Et il a été hyper dur. Donc, j'étais vraiment en mode, j'ai fait la moitié, c'était hyper dur. Je me suis dit, je suis venue vous voir, je dis, je pense que c'est peut-être la première fois que ça m'arrive, mais je veux faire aussi le 2e tour parce que je partais contente. Ouais. Et donc, je suis allée l'écrire la 2e fois parce qu'on a la possibilité de les écrire 3 fois. D'accord. Et la 2e fois, oui, c'était hyper dur, mais c'était beaucoup mieux. Et à la fin, il m'a dit, OK, très bien, maintenant, il faut juste passer l'oral. Oh là là, l'oral, OK, mais il a tellement fait, beaucoup plus que... Oui. Mais bon, allez, je me suis dit, tiens, mais tu vois, comme je te disais avant, quand j'étais jeune, je voyais vraiment pas le temps passer avec lui. Donc, on faisait 3 heures de ces séances et on allait peut-être boire un café au milieu avec lui. Et c'était hyper intéressant. Même toute sa vie, il a fait une thèse en Russie, il a étudié à Lomonosov à Moscou, donc il a vu Kolmogorov, il a rencontré Kolmogorov, tu vois. Et donc, ça, nous, les histoires qu'il nous racontait de son parcours, ça nous fascinait. Et cet été-là, je me souviens, j'allais faire une école d'été des maths en Italie. C'est une école internationale que tous les doctorants qui t'écoutent, je la suggère volontiers. C'est une école à Perugia. Okay. S'appelle SMI, Scuola Matematica Interuniversitaria. Et en fait, c'est là où j'ai appris plein de choses et c'est là où j'ai commencé à aimer le calcul stochastique. Ouais. Voilà. C'est comme ça que le calcul stochastique est rentré dans mon cœur. La graine a été plantée là-bas. Voilà, en Italie. Oui, avec le professeur Baldi, je crois. Et donc, j'allais vraiment partir en Italie et lui, il voulait que je fasse cet examen oral. Et donc, moi, en juillet, j'ai dit à ma mère, c'est trop dur, j'arrive pas, je dois préparer. Comment je prépare? Il m'a raconté tout un livre. C'est pas, le volume horaire, c'est pas le même. Pour apprendre tout ça, ça va être compliqué. Et donc, ma mère m'a proposé qu'on aille dans les montagnes, dans la maison de ses cousins et qu'on se repose une semaine et que je passe une semaine là-bas
Et après, peut-être que je vienne à la maison, qu'elle s'occupe un peu de tout ce qui est un peu anecdotique, nourriture, tout ça, et que moi, je sois complètement tranquille à bosser. Et c'était la première fois où j'ai passé 4 semaines à préparer un oral. Mais jamais, avant, tu vois, c'était, il y a quand même un nombre de questions raisonnables que quelqu'un peut te poser, tu les prépares, et voilà. Mais là, et c'est là où, en fait, c'est comme si la première fois je faisais un peu de la recherche, parce que j'approfondissais tu vois, je lisais un livre, j'approfondissais vraiment un sujet moi-même, même si bon, j'ai écouté le cours, c'est très bien, mais parfois je savais même pas ce qu'il raconte. Il donnait à la fin, il donnait le petit cahier, et j'allais à la maison et je me suis dit, si je ne réécris pas ces notes tout de suite, je serais complètement larguée. Et donc à la fin, voilà. Donc donc tu devais rajouter dans ton emploi du temps d'abord les 3 heures supplémentaires, oui, plus le temps chez toi de retranscrire les notes. Exact. Wow, c'était un investissement assez intense quand même. Mais comme je voyais pas le temps passer. Ouais. Vraiment, c'était hyper passionnant. Et oui, j'étais toujours sollicitée de sortir, d'aller avec les copains et tout ça. Et j'arrivais à tout faire. Donc à la fin de la journée, oui, quelqu'un m'appelle. À cette époque, t'as beaucoup d'énergie, tu sais plus où la dépenser. Donc voilà, je sortais après. Il y avait pas, je trouvais pas que ça m'empêchait de faire autre chose. Cet investissement, en fait. Oui, parfois, je regrettais un peu que voilà, je suis tellement prise en semaine et que j'arrive même pas à respirer. Mais après, je me suis dit quand même la récompense est énorme. Et je passe le temps avec une personne et j'approfondis un sujet à fond et j'apprends tellement de choses. Et donc juste avant de partir, je faisais cet oral et je passais 4 ou 5 heures dans son bureau à répondre à toutes les questions, à toutes les théorèmes et tout. Et juste la dernière chose, il me demande, je me souviens très bien, c'est la théorème de Radon-Nikodym, que je lui prouve ça. Mais on a passé 5 heures. Et donc et là je lui dis juste sur cette notion-là vous aviez passé 5 heures. Non, on a passé sur les autres notions et c'était la fin et je pensais que c'était... Attends, l'examen a duré 5 heures? Oui, 3-4 heures je pense parce que à l'oral? Oui, parce qu'il te donne des questions et il te dit écris ton concept, mais comme c'est un peu long, il m'a dit écris toutes tes réponses en fait. Et après tu me les présentes. D'accord. Et donc moi je passais... Donc il y a le temps de préparation. Oui, le temps de préparation c'était 2-3 heures, j'étais dans son bureau, j'écrivais. Et après, on a discuté. Et donc, on a terminé. Je me suis dit, voilà. Et là, il sort la dernière question, il me sort ce théorème-là. Et je lui ai dit, non, et je lui ai dit, non, en fait, j'ai pas préparé ça parce que c'était à cheval entre les deux. C'était la fin de première cours et le début de deuxième. Et j'ai pas eu le temps. Je me suis dit, vous allez pas aller sur ça parce qu'on a vraiment, c'était la première chose où on a un peu, voilà. Et il m'a dit, non, pourquoi? Je peux pas te laisser, je peux pas te laisser aller en Italie comme ça. Bon, allez, tu prépares cette chapitre de livre et quand tu viens de l'Italie, tu passes me voir et tu le passes. et là, à ce moment-là, je partais le lendemain et donc il voulait pas me faire passer l'examen, même s'il avait le droit. Mais bon, il aurait pu me donner une note plus... mais il voulait me donner la note maximale, mais il m'a dit, attends, retourne de l'Italie et tu pourras le faire. Ouais, et donc voilà, je suis retournée... je sens le stress maintenant encore. Je suis retournée de l'Italie, j'ai préparé son chapitre. Voilà, je suis arrivée, je lui ai expliqué la dérivation de la maison, etc. Et lui, il a été contente et il a écrit, parce que tu vois, nous, on a des notes sont écrites dans le système... électronique, mais on a aussi un petit bouquin, un petit livret comme ça, ça s'appelle le livret de l'étudiant, qu'on appelle index. Et dans l'index, il y a notre photo et toutes nos années, toutes les cours qu'on prend. Et après, les profs, quand ils te donnent la note finale, ils te l'écrivent dans l'index et ils signent. Donc c'est un système vraiment et tu le gardes pendant... Et tu le gardes, je l'ai. Ma mère a le sien. Oui. Génial. Et tu le gardes pendant 4 ans et t'as toutes tes notes dedans. Mais après, bon, tout est dans le système électronique. Oui, donc bien sûr. Oui, mais t'as quand même, voilà, l'objet qui est là. Voilà, c'est un peu, ça fait un peu, c'est cérémonial. Parce qu'à la fin de l'examen oral, le prof se lève, prend ton index, écrit la note dedans, signe et te le rend. Ouais. Et donc c'est très cérémonial, comment ça se passe, tu vois. Et voilà, donc j'ai passé, il m'a rendu mon index avec la note que je voulais et tout le monde a été content et voilà. Et donc c'était vraiment le cours qui m'a le plus marqué, la matière en soi. J'ai vraiment beaucoup aimé ça.
le rapport avec la personne, toute une personne derrière. Et je pense que c'est ça, en fait, les maths, les connaissances avec les gens, le partage des connaissances qui est hyper important dans notre métier. Et de pouvoir travailler avec quelqu'un, c'est incroyable. Pour moi, ces genres de rencontres sont incroyables. Et là, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que c'était beau. Je changerais pas du tout aucune heure que je fais de tout le semestre, que les heures que j'ai passé avec lui pour quelque chose d'autre. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est vraiment, là, c'était une expérience vraiment privilégiée, en fait. Oui. Ok, génial. Et donc, du coup, ça c'était quand t'étais en L3, donc ensuite t'as fait ta dernière année. Mm-hmm. Et donc, après, normalement, c'est une année de master dans le système Et après serbe. boulot. Ouais, après travail. Oui. Sauf que toi, tu es parti dans le programme qui s'appelait, je sais pas si ça s'appelle toujours, Erasmus Mundus. Oui. Que les auditeurs et auditrices connaissent parce que dans la saison 1, on a reçu Rinel, que d'ailleurs tu connais puisqu'il était une promo avant toi. Un petit bonjour à Le monde est petit. Et donc c'est un programme. Déjà, est-ce que tu peux nous reparler de ce programme vite fait? Erasmus Mundus, c'est des programmes de la Commission européenne, donc financés par la Commission européenne, si je me trompe pas, et qui en fait donc sont des programmes communs entre plusieurs universités. Donc c'est un consortium de 4, 5, 6 universités qui proposent un programme commun. Quand il y a cette mention Erasmus Mundus, ça veut dire que derrière il y a des bourses et des financements pour déjà des élèves qui viennent pas de l'Union européenne. C'est pour ça qu'il s'appelle Mundus, parce que il ouvre la porte aux étudiants qui viennent peut-être des pays un peu moins privilégiés, de tout le monde, donc pas juste Europe comme continent. Ouais. Et oui, Rinel, lui, venait du Cameroun, voilà. Toi de Serbie. Il m'a raconté qu'il avait des camarades qui venaient de partout. Exact. J'imagine que t'as eu la même expérience. Exact, voilà. Et moi, j'ai entendu ça à la fac. C'était quelqu'un qui m'a parlé de ça. Je pense que c'était la fameuse camarade qui faisait des belles notes, qui m'a parlé de ça. Je suis allée voir le site web. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air intéressant. Et après, le deadline est un peu tard. Et comme je me suis pris tard, comme partout, je fais ça tout à la dernière minute. Et j'avais pas beaucoup de choix d'aller chercher une bourse pour aller, je sais pas, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Ça, ce train a été parti. Donc, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça a l'air intéressant. Le programme est super intéressant. Pourquoi je ne ferais pas cette candidature? Et donc voilà, j'ai intégré ce master qui a duré du coup 12 ans, qui a prolongé de 1 an mes études. Oui, parce que donc là, c'est comme si tu avais déjà ton M1 avec ta 4e année, et là tu refaisais un autre M1. J'avais fait un M1, oui, voilà. Et au début, voilà, j'ai fait ce choix de partir et donc de prolonger les études d'1 an et de partir. Je savais pas du tout ce qui m'attend. J'étais complètement sûre que je rentrerais au bout de 2 ans en Serbie. J'étais complètement sûre de ça. Je me souviens avoir dit, 2 ans c'est rien, j'en reviens dans 2 ans. Ne m'oubliez pas, hein. Tous mes potes et tout ça. J'étais complètement sûre, voilà, que je rentrerais. Et donc, comme je t'ai dit, les Mundus, donc j'ai eu la bourse de Erasmus Mundus qui était géniale parce que ça m'a vraiment permis de n'avoir aucune dépense pour les 2 ans. Donc j'étais boursière de l'Union européenne, donc j'avais pas de frais de scolarité, j'avais tout le logement payé tout le long des 2 ans, et en plus je me souviens à cette époque, c'était 1 000 € par mois pour moi dans la poche. Waouh, c'était énorme. C'est incroyable ce programme. Mais on était que 10 qui avaient ça. D'accord. Donc, la promo était peut-être même moins. Et donc ça m'a vraiment permis de partir sans se soucier, sans devoir peut-être faire un job d'à côté. Dans des conditions incroyables. Là, t'avais juste à te concentrer sur tes études. Ouais, super conditions. Et ça m'a permis du coup de passer. Donc le consortium à l'époque, il y avait 5 ou 6 universités. Ouais. Et j'étais l'année juste après Rinel. Donc. Ouais. Et du coup, on s'est croisés à Nice. Et j'ai fait donc Italie, Allemagne et France.
Ouais, t'as fait exactement les mêmes que lui. Il nous a dit qu'il a fait Aquila, Hambourg, Nice. Exact. Donc, et en fait, Aquila et Hambourg, c'est fixé. Donc ça, tu peux pas. Ah, d'accord. Voilà. C'est le dernier où tu choisis. Le dernier où tu choisis. Mais vraiment, chaque Mundus, c'est un programme pour soi-même. Donc, le consortium vient et dépose un projet. Il dit, les études sont organisées de cette manière-là. Ce programme-là a choisi de fixer le premier et le deuxième semestre. Et de dire le premier et le deuxième semestre, tout le monde va aller en Italie et tout le monde va aller en Allemagne. Mais c'est pas peut-être le cas de tous les Mundus. Peut-être que dans certains Mundus, tu peux, et les Mundus, c'est dans tous les domaines. Donc, les gens qui veulent faire des sciences sociaux aussi, il y a aussi des Mundus, et des Mundus dans tous les domaines de monde, tu vois. Et on a donc moi j'étais en Italie, donc c'était fixé, et en Allemagne. Et après, j'ai choisi parmi plusieurs options, j'ai choisi Nice. Ok. Alors, juste avant peut-être de te demander pourquoi t'as choisi ça, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est la première fois que tu partais vivre à l'étranger. Oui. Donc j'imagine que c'était un grand bouleversement. Comment est-ce que t'as vécu cette expérience? Ah, ça c'était peut-être la chose la plus dure qui m'est jamais arrivée dans ma vie, franchement. Ah oui. Ouais. Ah, c'était c'est hyper difficile à articuler parce que tu fais un choix et tu sais que ça sera merveilleux. Il y a pas de doute. Tu pars à l'étranger, tu vas comme tout ce qu'on a évoqué. Mm-hmm. Tu sais que ça va être. Mais le fait que tu quittes un pays et que tu vas partir, que tu pourras pas voir tes parents qui sont pas de 3 heures de toi, tes amis, que tu vas un peu dans l'inconnu, ça c'était hyper dur. Je me souviens, j'ai beaucoup pleuré dans l'avion. Mais non, voilà. Et les premières semaines, et je sais que ma mère aussi, elle a beaucoup souffert. C'est marrant parce que t'étais quand même déjà partie. Exact. Mais peut-être la barrière psychologique était plus tard. Oui. Ouais. Parce que je pense peut-être pour mes parents, tout ce que j'ai vécu jusqu'au présent, jusqu'à mes 22 ans où j'étais partie, on a vécu les mêmes choses. Tu vois. Eux aussi. Mais là, j'allais vivre quelque chose que eux, ils ont pas vécu. Et où ils pouvaient pas être derrière moi à m'aider. Et je pense que c'est là où le déclic a eu vraiment, et ça a vraiment hyper grand touché ma mère. Je me souviens, elle a été vraiment contente et triste à la fois. Oui, bien sûr. Et moi aussi, j'étais très dubitative de mes choix. Quand je suis arrivée en Italie, à l'Aquila, qui était une ville détruite par un tremblement de terre, tu vois, et où on a été logé en fait 20 km de la ville parce que la ville a été détruite dans des nouvelles résidences. Parce qu'en fait, il y avait... je connaissais pas. Ah non, c'est une ville qui a été touchée par un tremblement de terre et donc du coup... Qui a été complètement rasée en 2009, je pense, et nous on arrive en 2013. Et ils ont mis beaucoup de temps de la reconstruire. Je suis passée cette année, donc 10 ans après, je suis passée à l'Aquila cette année, et ils ont un peu reconstruit. Et malheureusement, il y avait une résidence étudiante qui a été touchée. Et il y avait des étudiants qui ont perdu leur vie. Et depuis, du coup, il y avait beaucoup de réglementations sur les nouvelles résidences. Et donc, notre résidence a été 20 km de la ville. Donc, c'était... j'étais un peu au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pensé que j'allais en Italie, mais je suis dans un village au milieu des montagnes. Il y a rien à faire, je connais personne. J'espère au moins que les études vont être sérieuses, tu vois. Sinon, c'est horrible. Et après, en fait, c'était complètement au contraire. J'ai rencontré des personnes incroyables de tous les coins du monde. J'ai appris énormément de choses sur les cultures, sur les personnes. C'est ce que j'aime, rencontrer les personnes. Et nous, on était une promo de 40 personnes qui venaient de partout, qui étaient coincées dans un petit village. Et la seule chose à faire, c'est de se connaître, de parler. Et de voyager. Et donc, on a beaucoup voyagé ensemble. Beaucoup. Et les week-ends, on a exploré toute l'Italie. Ouais. Et quelle expérience on a vécue ensemble et comment, en fait, c'est des amis pour toute la vie, ces gens-là.
Mais parce que vous avez tous vécu la même expérience d'être déracinés entre guillemets. Voilà. Et donc, forcément, exact. Vous aviez le même ressenti, la même. Voilà. Exact. On a vécu la même trauma tous ensemble. Un peu. Voilà. Et après, ça se trouvait que les études étaient pas du tout triviales, donc les cours et tout ça. Et c'était même comme moi j'ai fait. Donc, comme tu dis, j'étais au niveau M1 et je refaisais, entre guillemets, un M1. Mais c'était dans les matières que je connaissais pas. Et c'était très bien parce que, bon, il y avait un cours d'analyse où j'étais pro. Donc ça, c'était clair. Mais, après, il y avait des systèmes dynamiques. Je me souviens, je n'avais pas ça, j'avais pas suivi ça. Les équations différentielles aussi, c'était un peu, je suivais ça en moins. J'ai vu ça un petit peu, donc, dans ma 4e année. Et donc c'était génial parce que ça me permettait en fait d'écouter des nouveaux cours tout en rencontrant des merveilleuses personnes et pas faisant des nouvelles expériences. Voilà. Et donc toute la promo, on a déménagé tous ensemble, qui était une super expérience aussi, à Hambourg. Et à Hambourg, donc la première partie c'était plutôt théorique et la deuxième applicative. C'était un peu comme ça pour que tout le monde ait les mêmes bases. C'était l'idée de ce master. C'est pour ça qu'ils fixaient vraiment la première. Et après, tu faisais ton choix. Il y avait plusieurs programmes. Tu pouvais rester en Allemagne, tu pouvais aller tourner en Italie, tu pouvais aller à Barcelone, tu pouvais aller en Pologne, à Nice. Voilà. Donc, il y avait 5 choix, je pense. Thématiques. Et c'est là où, nous, on a été séparés. Voilà. Mais il y en a quand même quelques-uns qui sont allés avec toi à Nice? Oui. Nous, on était une petite promo à Nice, 4-5 personnes. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, de toute la promo. Et donc, avant qu'on rebranche justement sur ton master à Nice, est-ce que, donc t'as fait en très peu de temps, Italie, Allemagne, France, est-ce que t'as noté des différences culturelles entre ces différents pays dans la façon d'enseigner les maths, de vivre l'expérience à l'université? Oui. J'ai noté pas mal de différences. Et si tu m'as posé cette question il y a peut-être 7-8 ans, j'aurais beaucoup plus de réponses à te donner. Là, tout est mélangé parce que en tant que chercheur, on voyage beaucoup. Donc, voilà. Mais oui, si je essaie de revenir à cette époque-là, oui. Donc, quand tu changes, en fait, il faut que tu t'adaptes vite. Les systèmes sont complètement différents, même s'ils sont des pays presque voisins. Et donc, je me souviens, Italie, ça ressemblait pas mal à la Serbie. L'Allemagne, c'était complètement différent. En fait, les cours, c'était juste un morceau de ce que tu dois faire. Il y avait très peu de cours tête à tête, donc aller à la fac. Beaucoup dehors, t'étais censé travailler chez toi. Ah oui, d'accord. Et le système, il y avait beaucoup de DM, beaucoup de DM, chaque cours, chaque semaine. J'ai jamais vu ça. Et en fait, les DM étaient un groupe. Donc, on faisait 4 personnes le même DM, la même copie. On rendait la même copie. Parce que bon, le chargé de TD va pas corriger. Voilà. Au moins, ils économisent ça. Ce qui est très bien parce que nous, en France, avec les nouveaux bachelors, on corrige des copies personnalisées. Mais les Allemands sont plus, je pense, plus sages et ils entraient dans l'optimisation. Donc, on rendait les copies à 4. Donc, t'as ton groupe et ça. C'est tout leur système, je pense. C'est partout en Allemagne, c'est très tôt qu'ils commencent à travailler en groupe. D'accord. Même, je pense, parce que mes nièces et mon neveu, ils font leur école en Allemagne. Je le vois aussi à leur niveau. Donc là-bas, tout est un peu collaboratif, tout est un peu. Donc on se met dans un groupe de 4, on réfléchit, on fait le projet, et tout est fait comme ça. Et donc tout a été comme ça. Très peu de cours, très peu de présence à la fac. Et à la fin, l'examen était juste la semaine après. Donc, en fait, l'idée est que tu travailles tout le temps, avec les DM, avec les heures à travailler à la maison, et que à la fin, tu vas juste comme ça, légèrement, écrire ton examen. Donc, complètement différent de ce qu'on a vécu en Italie, où tu avais ton temps à te poser, à refaire, tu pouvais bien trop tout procrastiner. Et on le faisait parce qu'on voyageait beaucoup. Et pour après travailler des nuits, tu sais. Et non, en Allemagne, c'est pas possible. Donc, tu peux pas procrastiner, tu dois être constant, présent. Et sinon, tu payes parce qu'après, il faut déménager. Donc, tu peux pas te permettre.
Et ça a pas bien branché avec moi. Donc c'était peut-être mon pire semestre de ma vie à l'Allemagne donc j'ai remarqué ça comme comment la manière à travailler était beaucoup différente. En France, c'était entre les deux, je dirais. C'était pas si rigoureux que l'Allemagne, mais c'était quand même plus poussé au sens de genre que tu travailles, qu'en Italie. En Italie, on te disait, bon, si tu travailles pas, c'est ton problème. Et en France, on te disait, ben non, travaille. Donc, mais, et je trouvais en France, les exemples très longs. Et donc, à Nice, l'intitulé de ton master, c'était Mathematical Modeling in Engineering, Theory, Numerics and Applications. Ça, c'était le total. C'était le tout. C'était les deux. D'accord. C'est le total. Oui, pardon. À Nice, c'était Stochastic Modeling with Application to Finance. Ok. Et donc, pourquoi est-ce que t'as choisi celui-là pour l'aspect stochastique? Parce qu'il y en avait 5, effectivement. Et là, c'était pas du tout comme avant. Tu sais, avant, c'était est-ce que c'est sympa? Et non, là, c'était un choix vraiment conscient. Je parlais pas français à l'époque, pas du tout. Attends, donc t'as appris le français sur place quand t'es arrivé, t'avais des cours de français? Oui. À chaque pays, en fait, on apprenait la langue de la pays. D'accord. Okay. C'était dans le cursus, c'était obligatoire. Ok. Donc tu parles un petit peu d'italien, un petit peu d'allemand. Exact. Mais allemand, je l'ai fait. Oui, c'est vraiment toute la richesse de ce genre de programme. Que tu vis dans des pays différents, que tu connais des cultures différentes et que tu apprends les langues. Non, mais vraiment, c'est une expérience d'ouverture énorme. Et tout ça, en 2 ans. Et donc donc j'ai pas choisi ni parce que il y a beaucoup de soleil à Nice ni parce que les gens qui allaient à Nice sont sympas. Non, c'était purement un choix thématique. Donc il y avait plusieurs choix thématiques et aucune hésitation, comme j'avais la graine de calcul stochastique qui a été plantée il y a quelques années mon passage en Italie la première fois. J'ai vu le choix de cours en France et je me suis dit c'est exactement les cours que je veux suivre et les matières qui m'intéressent, est-ce que je veux approfondir et effectivement c'était exactement bien ciblé pour moi. Et donc le choix a été Nice exactement pour ce choix-là. Je savais même pas. Je sais que la Côte d'Azur c'est sympa, mais c'était pas du tout. Il y avait Barcelone comme choix, donc. Mais c'était pas du tout un choix autre que. Que vraiment la matière. Et donc il y a un aspect appliqué aux finances dans le choix. Ça a joué aussi, ou c'était plutôt surtout l'aspect stochastique? Je pense que c'était plutôt l'aspect stochastique. Même si même la mention, je pense, de ma licence, il y avait un mention d'actuariat, je pense. Mais c'était pas du tout quelque chose. Oui, je me suis dit c'est sympa apprendre la finance. Mais c'était plutôt la partie quelle est la théorie mathématique derrière. D'accord. Quels sont les outils derrière. C'est ça qui m'intéressait plus. Donc à aucun moment tu t'es parce que je sais qu'à un moment tu as dit que tu t'es envisagé peut-être en businesswoman. Oui. à ce moment-là, est-ce que c'est revenu un peu ou non? Là vraiment tu étais plutôt sur l'aspect c'est la théorie qui m'intéresse. Je savais, je pense que je voulais faire un thèse déjà pendant le master quand j'étais à l'étranger. Je pensais, j'aimais que le master, ça sera une super occasion donc de trouver un directeur de thèse au cours de la route dans les pays différents, de rencontrer les profs et voilà. Mais je pense que le businesswoman, ce rêve-là, ça a été un peu fini. Après, je pense mon cours d'analyse qui m'a beaucoup marqué. La businesswoman dans moi. Ça a tué la businesswoman en toi. Même si j'ai un emploi de temps d'une businesswoman. Ça j'imagine bien. Avec la recherche, c'est facilement possible d'être aussi mais pas la même occupée. récompense, d'accord. Comment? Pas le même salaire. Non, ça non. Mais après une liberté incroyable. Donc moi perso, je change pour rien. Non, la businesswoman, elle est toujours là, mais et c'est manifeste, je pense. Ok, et donc parfaite transition. Tu restes donc pour faire un doctorat. Donc 2015 à 2018, tu fais le doctorat, donc à Nice. Donc le titre de ta thèse, c'était sur une interprétation probabiliste des équations de Keller-Segel de type parabolique.
Et donc, c'était sous la direction de Denis Tallet. Donc, avant que tu nous en dises plus, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que c'est monté ce projet? Comment tu as été connecté avec Denis Tallet? Oui, donc à Nice, donc voilà, j'ai suivi les cours qui m'intéressaient et le responsable de mon master était François Delarue. Qu'on connaît tous, non? Qui est génial. Et oui, un super prof, les meilleurs cours du monde, je dois le dire, et je le dis toujours. Et je me souviens, je lui ai dit que j'ai eu une proposition de stage plutôt en stat, conseillé, etc. Et bon, à la fin, c'était moi qui ai fait le choix, et je me suis dit, allez, j'y vais. Et donc, en fait, j'ai fait un stage en stat. D'accord. C'était une exploration, et j'étais toujours, j'aimais les stats, en fait. Ouais. Je faisais les probas et j'ai fait beaucoup d'analyses, mais j'avais un gros bagage de stats, et donc je voulais bien voir qu'est-ce que ça donne travailler en stats. Et je me souviens, j'ai travaillé sur un projet de pénalisation, d'implémentation aussi. Un stage, on fait beaucoup de code, de régression, etc. Et au cours de route, il y avait une thèse qui s'est proposée, un sujet qui a été un peu construit déjà, impliqué un peu à la biologie, parce que je vis à INRAE, c'est un institut de recherche en agriculture. Et j'étais intéressée, bien sûr, comme je faisais le stage, et on m'a demandé de postuler avec l'école doctorale pour avoir le financement. Mais d'autre côté, je me suis dit, je vais quand même chercher d'autres propositions de sujets de thèse. En fait, à l'époque, je ne savais pas comment ça fonctionnait du tout. Il y a des gens qui... Je pense que voilà, le parcours international, c'est très intéressant, ça te fait découvrir plein de choses. Mais dans aucun des systèmes, tu sais pas exactement où est ta place. Et c'est là où t'es un peu désavantagé. D'accord. Donc moi, aujourd'hui, je sais s'il y a un étudiant BM2, je sais lui dire, s'il y a une matière qui t'intéresse, tu contactes un prof, etc. Ah oui, d'accord, tu veux dire ça. Et cette époque-là, je savais pas comment ça fonctionnait en France, comment les bourses sont distribuées. Donc j'ai regardé plutôt en étranger. Et je me suis dit où il y a, tu vois, des sites web où tu cherches une thèse et après il sort toute la base de données de toutes tes thèses. Donc je voyais qu'il y avait des thèses à EPFL avec des fundings déjà à trouver, donc il faut juste que tu postules et que le prof t'ait choisi, des choses comme ça. Oui, parce que juste pour refaire une petite explication pour les auditeurs auditrices, même si c'est des choses qu'on a déjà vues, il y a plusieurs possibilités. Soit tu postules candidate sur des sujets qui sont déjà établis, soit il y a ce que tu dis, tu vas voir un chercheur qui est dans la matière qui t'intéresse, un chercheur ou une chercheuse, et ensemble vous pouvez définir un sujet et ensuite aller chercher un financement avec plusieurs possibilités. Ouais. Et quand il n'y a pas de financement, c'est pas sûr que tu iras faire cette thèse. Non, absolument. Voilà. Et donc je savais pas que ça fonctionnait comme ça et je savais même pas quelles sont les chances d'avoir aussi ces financements avec l'école doctorale. Donc je me suis dit, il faudrait que je cherche un peu, et j'avais regardé quelque chose à EPFL, quelque chose à Londres, je me suis un peu... Et donc j'avais contacté un prof qui, à part le responsable de master, j'avais contacté un autre pour une lettre de recommandation, dont tu avais suivi les cours, je suppose. Oui, à Nice. Et je lui ai dit, je compte postuler sur ce truc-là, etc. Et il m'a répondu, aucun souci. Et juste, je sais pas, quelques jours après, on m'a recontacté, on m'a dit, mais si tu cherches une thèse, il y a aussi le responsable de notre équipe, à l'INREA, qui cherche un étudiant qui a un sujet, donc je te donne le contact et je te donne peut-être le lien, je me souviens plus sur le sujet qui a été déposé sur l'école doctorale. Parce que parfois, les chercheurs peuvent déposer de sujets, mais le financement n'est pas encore donné, mais on peut postuler sur un sujet défini, même s'il n'y a pas de financement. Oui, c'est vrai. Voilà. Il y a aussi cette possibilité, voilà. Effectivement. Et donc j'ai vu ça et c'était hyper intéressant parce que c'était quelque chose entre analyse et calcul de Stowe que j'ai beaucoup aimé. Et c'était pas du tout les stats. Et donc je me suis dit, ok, c'est des choses différentes et peut-être en faisant un peu plus en contactant cette personne, j'aurai un peu plus d'idées ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et pas seulement choisir un domaine et se lancer dedans. Et donc je me souviens avoir eu l'adresse de Denis Tallet et je l'avais contacté. Je lui ai dit très exprès, je peux vous appeler, voilà. Et je parlais pas français très bien à cette époque-là du tout. Donc il m'a appelé, on a parlé en anglais et il m'a expliqué le sujet. Ouais. Il m'a expliqué le sujet au téléphone.
Bon, et bon, il parlait de particules, des interactions, choses stochastiques, est-ce qu'il y a des collisions, des choses. Bon, ça me paraissait hyper intéressant. Il parle de la biologie un peu, mais je dois lui avouer, je sais pas si je lui ai avoué, donc c'est là que j'ai pas trop bien compris ce qu'il m'a dit. C'est normal. Bah oui, au téléphone en plus, essaie de t'expliquer un sujet de thèse, t'es ok. Mais je me suis dit, bon allez, pourquoi ça me branche. J'avais un feeling, ça me branchait, et je me suis dit, allez, je vais aussi envoyer un dossier là. Et ça s'est passé très rapidement parce que, bien sûr, c'était la fin de deadline, comme d'habitude. Le deadline pour l'école doctorale de Nice a été déjà passé, donc je pouvais pas postuler à l'école doctorale de Nice. Il restait juste les bourses d'INRIA. D'accord. Et les bourses d'INRIA, c'était compétitif parce que c'est tout le centre, et c'est 2 ou 3 bourses, ça s'appelle Cordi, les bourses. Et donc c'est pour tout l'institut, c'est tous les domaines d'INRIA confondus, donc pas juste les maths. Donc rapidement j'ai dû envoyer un dossier dans la journée, je pense. Au bout d'une semaine, voilà, j'ai eu la réponse positive que la bourse m'a été attribuée. J'étais hyper contente. Et de l'autre côté, j'avais aussi la réponse positive t'as dû faire un choix. Voilà, encore une fois, un choix. Et cette fois-ci, est-ce que ça va être c'est sympa ou c'est je sais pas quoi. Voilà, il y a toujours des choix à faire et voilà. Et là, c'était purement aussi thématique. D'accord. Purement thématique. J'ai un peu vu voilà que peut-être les stats c'était pas ma passion. J'ai aimé beaucoup, j'aime toujours, mais c'était peut-être pas ma passion numéro 1. D'accord. Et je me suis dit que le sujet il a été quand même très entre l'analyse et proba, et c'est des choses que voilà qui ont un peu marqué mon cursus. Où je connais beaucoup de choses, donc il faut rentabiliser. Et donc faut rentabiliser toutes ces heures passées en L3. Exact. Et j'étais un peu intimidée par mon directeur de thèse, parce que je l'ai jamais vu. Et bon, je savais que voilà, c'est un grand chercheur, etc. Et donc je savais pas comment ça va se passer et est-ce que moi j'ai le niveau. C'était la première fois. Je me suis jamais posé trop de questions de niveau. Je savais je savais toujours que, en gros, j'ai le niveau, et si j'ai pas de niveau, je l'aurais, je travaillais, et je suis capable d'apprendre. J'avais toujours un peu de ce type de confiance. Et je pense que ça a instauré en moi, je pense très rapidement, quand j'étais petite, par ma mère, qui disait que tout peut s'apprendre. J'ai toujours, rien n'est pas apprendable, je sais pas comment tu le dirais, mais elle disait toujours ça, et donc j'étais en mode partout je me posais pas de questions de niveau, je me disais ok faut juste peut-être travailler plus, mais là j'étais en mode est-ce que moi j'ai le niveau, comment, mais je pense que chaque doctorant de sa thèse est un peu inquiété. C'est un saut dans l'inconnu, donc voilà. Donc mais bon, j'étais rapidement rassurée, et même au téléphone je pense que j'avais soulevé ça, et Denis était très gentil, il m'a dit non, je suis complètement sûre que vous l'avez ce niveau. Et je pense que pour lui c'est aussi un saut dans l'inconnu, parce que moi je vois ça de l'autre côté maintenant aujourd'hui, quand j'ai un étudiant en thèse aujourd'hui, un encadrement, et effectivement t'as envie de rencontrer quelqu'un, à parler, il y a tout un aspect humain derrière. Absolument. Et qui est important, qui est hyper important dans une thèse. C'est pas juste les sciences, c'est aussi une aventure humaine. Donc, exact. Et donc c'est aussi, je pense pour lui, c'était un saut d'inconnu aussi. Et il m'a dit non, je suis complètement sûre que vous l'avez. J'ai déjà discuté avec les autres collègues. Donc pour moi, vous êtes la bonne personne. Et ça m'a beaucoup rassurée. Même, et je sais pas, cette conversation au téléphone et les échanges avec lui m'ont beaucoup rassurée. Et quand il fallait faire le choix, même si j'ai passé un super internship, j'avais rien à dire, je me suis dit je pense que thématiquement c'est quelque chose qui me branche, et je pense que ça va aller bien. Ok. Eh ben écoute, est-ce que tu peux nous en dire plus et nous expliquer sur quoi tu as travaillé pendant ta thèse? Oui. Ok, j'essaye. Alors, dans ma thèse, donc il était question de l'interprétation probabiliste. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie pour écouter la suite de l'entretien avec Melitza. À bientôt dans le prochain épisode.